Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view de WrestleMania 31. Mais nous n'allons pas que parler de ce pay-per-view et non, nous allons parler des ressentis du pay-per-view en général et de la cérémonie du Hall of Fame. Nous allons parler de ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown et on parlera des potentiels matchs qu'on aura pour Extreme Rules, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu au mois d'avril. Donc on remercie Hawks pour toutes ces images de fond ainsi que la bannière et il nous a fait des images personnalisées pour ce pay-per-view. Donc merci beaucoup à toi Hawks. Et on commence par le pré-show et justement en parlant d'images, regardez-moi cette image de folie qui nous a fait. Donc un grand merci à toi Hawks, pré-show que j'ai commenté. Donc le pré-show était divisé en deux parties. La première partie c'était du blabla de 50 minutes. La deuxième partie c'était les matchs. Le premier match c'était pour le titre par équipe où Tyson Kidd et Cesaro remettaient en jeu leur titre dans un Fatal 4-Way contre les Usos. Contre Los Matadores, olé, et contre les New Day. Donc match assez sympathique. On va tout de suite faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc tout de suite, Jey Uso a été mis de côté. Donc comme il était blessé, Jimmy Uso a fait le travail tout seul sur le ring. Et je peux vous dire que l'avoir seul sur le ring, il a fait quand même une performance assez notable. Puisqu'il a quand même tenu, il a fait des prises de risque, il a tenté de ravir la victoire, mais malheureusement il l'a pas réussi. En tout cas, c'était un match de folie qui a débuté sur les chapeaux de roue. On a eu une double superplex de la troisième corde avec les différents catcheurs. On a eu des topés suicidas, on a eu Naomi et Natalia qui ont été aussi de la partie. Même El Torito était présent. Donc c'était franchement un pré-show de folie. Quand je voulais commenter, ça allait tellement de partout que j'avais du mal à suivre qui était sur le ring, qui était l'homme légal ou pas. Et finalement, c'est Tyson Kidd et Cesaro qui ont conservé leur ceinture avec d'une manière un petit peu finaude puisque Jimmy Uso était sur la troisième corde pour faire son splash. Et là, Cesaro, il est venu, il lui a fait un tag sur le pied. Et donc l'arbitre l'a vu et Jimmy Uso se lance pour son splash. Il pense avoir gagné. Et non, puisque Cesaro vient, le met à travers le ring et fait le tomber sur Biggie. 1, 2, 3, conservation des ceintures. Donc bravo à lui. Franchement, moi j'ai apprécié ce premier match et ça allait à 200 à l'heure. Et le second match qui a suivi juste après ce premier match, c'était pour la bataille royale pour le trophée d'André le Géant. Donc c'est la seule image que Hawks nous a pas fait. Sinon, toutes les images que vous verrez seront des images personnalisées de Hawks. Donc encore un grand merci à toi Hawks pour tout ce travail. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu as pris ta journée, tu as fait ça. Et franchement, mais je saurais jamais te remercier tellement c'était grandiose. Donc cette fameuse bataille royale, finalement, on a eu plus de gens que prévu, puisque par exemple, Cesaro et Tyson Kidd, qui n'étaient pas annoncés dans le match, étaient là. Que Jimmy Uso était là aussi, Bo Dallas était là. On avait The Ascension. Bon, je vais pas tous vous les faire. On avait évidemment Curtis Axel avec hashtag AxelMania. C'était assez rapide et ça, c'était un petit peu la déception. Il a fait son AxelMania, son WrestleMania Moment en déchirant son t-shirt. Et après, tous les autres catcheurs se sont ligués contre lui pour le faire sortir. J'ai trouvé ça dommage qu'il sorte si tôt, quoi. Alors, d'accord, pour pas qu'il gagne cette bataille royale, mais il aurait pu rester peut-être quelques minutes de plus. Je ne vois pas en quoi ça aurait dérangé. Mais Curtis Axel est venu sur le ring. Il nous a dit que WrestleMania c'était du passé, que maintenant évidemment c'était Extreme Rules et que son hashtag AxelMania continuerait pour Extreme Rules. Donc j'espère franchement qu'on va lui donner un bon spotlight parce que je trouve que cette gimmick, il la maîtrise de mieux en mieux. Donc cette fameuse bataille royale,
Il s'est passé plein de choses, avec notamment Cesaro, avec cette souplesse sur Ken qui le fait passer par-dessus la troisième corde, comme l'année dernière, souvenez-vous, il avait fait passer par-dessus la troisième corde Big Show. On a eu enfin, on va dire, cette fameuse dispute entre Miz et sa WO Miz Do. Ça y est, rien ne va plus. Miz Do n'a pas apprécié le plan du Miz. Il lui a dit non. Et il l'a fait passer par-dessus la troisième corde. Donc il restait plus à ce moment-là que le Big Show et Miz Do. Et c'est le Big Show qui a remporté ce trophée. Donc un géant pour représenter un autre géant. La boucle est bouclée. À noter qu'à Raw et à SmackDown, à Raw, Miz Do a affronté Stardust, il a gagné et après le Miz est venu lui mettre un Skull Finale sur la face et que à SmackDown le Miz était en action et qu'à la fin du match Miz Do est intervenu, donc ça sent bon pour Extreme Rules, un face à face entre les deux hommes. Pour l'instant le match n'est pas annoncé, mais voilà, on voit enfin pointer le bout de ce nez de ce match. Et j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Donc franchement, pour ces deux matchs, parce que ces deux matchs-là étaient dans le pré-show, moi j'ai apprécié. Le Fatal 4-Way, mais c'était un match géantissime. Cette bataille royale, c'était du géantissime. Le premier prono, j'avais dit que Tyson Kidd et Cesaro allaient conserver leur ceinture par tomber, donc ça me fait 2 petits points. Et pour la bataille royale, j'avais misé sur Miz Do. Et bon, il était dans les 2 derniers, donc je m'étais pas totalement foiré en disant quelqu'un qui n'était pas là, qui était passé par-dessus la troisième corde, bien plus tôt de ce match. Mais en tout cas, les 2 pré-shows combinés, mais c'était géantissime. Enfin, les 2 matchs, parce qu'il y avait qu'un seul pré-show, même s'il était en 2 parties. Les 2 matchs combinés, c'était géantissime. Pour le pré-show, dans la globalité, je vais pas faire... Voilà, la première partie, moi, les 50 minutes, je les ai pas regardées, là où il y avait que du blabla. Mais les matchs, franchement, c'était du bon calibre. Enfin, des matchs acceptables pour le pré-show. Ça fait du bien à voir, parce que d'habitude, on a que des matchs pourris avec des storylines. Voilà, hein, on va pas se mentir, c'est pas des matchs haut en couleur qu'on a le droit. Et là, ils avaient mis les petits plats pour les grands pour ce pay-per-view. Et franchement... un beau 16 pour ces 2 matchs réunis. C'était géantissime. Il y avait de l'action. Les catcheurs ont bien été mis en avant. Même Bo Dallas, il nous a fait une believe. Il nous a fait le petit tour du ring et après il est remonté. Moi, je pensais qu'il s'était auto-éliminé, le mec. Ça aurait été possible, hein, vu Bo Dallas. Donc, en tout cas, moi, j'ai apprécié et j'ai trouvé que pour débuter, pour lancer... ce pay-per-view, même si c'est pas des matchs principaux, ça aurait mérité que ce soit dans la carte principale, tellement que ces matchs étaient géants. Donc en tout cas, voilà, un beau petit 16 pour ces 2 matchs, pour le pré-show. J'ai adoré commenter ce match, ce pré-show. J'espère que le retour du pré-show vous aura plu, puisque ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas proposé de pré-show sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous a plu. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce que je vais refaire l'expérience, est-ce que je vais vous recommander des pré-shows, je ne pense pas, parce que je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement c'est beaucoup de travail et je n'ai pas une connexion internet suffisante. Ça veut dire que pour uploader la vidéo, pour la télécharger, ça va encore, mais par exemple, pour la mettre en ligne, ça m'a mis 3-4 heures pour 40 minutes. Donc c'est... Voilà, c'est... Vous voyez ma connexion internet. Donc si... Peut-être que pour des grands pay-per-view comme WrestleMania, comme le SummerSlam, comme TLCS, peut-être pour ces pay-per-view là, voilà, je ne promets rien, mais peut-être que pour voilà ces grands événements, je vous ferai le pré-show, mais voilà, voilà, là c'était parce que c'était WrestleMania 31, c'était fallait quand même marquer le coup. J'avais fait la semaine spéciale WrestleMania et quoi de mieux que de finir cette semaine en beauté que de vous proposer le pré-show, surtout que ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc en tout cas, très bon pré-show, et j'ai envie de dire aux bookers de la WWE, j'espère que à Extreme Rules et aux autres pay-per-view, cela va continuer dans ce sens, parce que voilà, ça met les catcheurs en valeur, même s'ils n'ont pas beaucoup de spotlight et tout ça, on a vu qu'ils se donnaient à fond.
Et c'est toujours, je trouve que c'est toujours bien de les voir en action et de voir à quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et de leur donner une chance tout simplement. Et on passe au premier match de la soirée. Et oui, je vous avais dit que ce match-là allait inaugurer la soirée, mais je vous avais pas trompé, mes sources étaient bonnes. Donc le match pour le titre intercontinental, le ladder match, où Bad Barrett défendait sa ceinture contre 7 autres superstars, à savoir Daniel Bryan, R-Truth, Stardust, Luke Harper, Dean Ambrose et Dolph Ziggler. Donc voilà, regardez-moi cette image de folie, je vais le répéter à chaque fois. Mais franchement, Hawks, tu as assuré grave. Donc, ce match de l'échelle. Donc, le rappel des faits. Le match a commencé sur les chapeaux de roue. De toute façon, la plupart des matchs ont commencé sur les chapeaux de roue. Nous avons eu des topés suicidas. Nous avons eu une descente du coude de Dean Ambrose sur les autres catcheurs. Nous avons eu même une échelle aux couleurs de Stardust toute pailletée qui était sortie du ring. Malheureusement, elle était plus un défaut pour Stardust, vu que Bad News Barrett s'en est servi à casser un barreau de l'échelle pour taper Stardust et Daniel Bryan. Nous avons eu une magnifique powerbomb de Luke Harper sur Dean Ambrose sur une échelle. Dean Ambrose qui est très très mal retombé et qu'on n'a pas vu après qu'il soit retombé. On l'a pas vu du tout du reste du match. Et on a eu aussi cette fameuse descente de Bad News Barrett avec Stardust du haut de l'échelle. Voilà, c'est un truc de fou. Et victoire de Daniel Bryan. Le match était bon. Voilà, on va pas se mentir. Le petit moins que je dirais, c'est que malheureusement, on n'a pas vu beaucoup les autres catcheurs. Ça veut dire que Stardust, voilà, il était presque inexistant. R-Truth, malheureusement, il a eu 2-3 petites fulgurances, mais on l'a pas beaucoup vu. Luke Harper, il nous a refait l'échelle dans sa tête et à toi à moi de l'échelle. Sinon, voilà, on l'a pas beaucoup vu. Bad News Barrett, il s'est défendu comme il a pu. Dolph, oui, on a eu ce moment où coup de boule sur coup de boule avec Daniel Bryan. Et finalement, c'est Daniel Bryan qui remporte ce titre. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que la WWE veut que la ceinture intercontinentale retrouve de son prestige. Et c'est pour ça qu'après, dans les backstage, on a eu Daniel Bryan avec tous les Hall of Famers qui le félicitaient pour avoir cette ceinture. Alors j'ai envie de dire aux bookers de la WWE, vous vous souciez du prestige de la ceinture. Et pas que de celle-ci, vous allez voir dans les autres matchs. À ce moment-là, si c'était le cas déjà avant, il n'aurait pas... vous n'auriez pas dû plutôt mettre un champion qui défend sa ceinture toutes les 36 du mois, à savoir Brock Lesnar, un champion non charismatique, à savoir Rusev, et faire du ping-pong avec la troisième ceinture du à toi à moi, c'est moi le champion, non c'est moi. Voilà, vous n'auriez pas dû faire ça. Bon, finalement, vous vous êtes rendu compte de votre erreur. Le lendemain, à Raw, nous avons eu la revanche pour le titre intercontinental Dolph Ziggler contre Daniel Bryan. Daniel Bryan a conservé son titre. Et à la fin, Bad News Barrett est venu pour lui foutre un boule à meur. Et là, on a eu le retour de Sheamus avec sa coupe à l'Iroquoise. Sheamus, le retour en heel, évidemment, qui a fait croire qu'il était là contre Bad News Barrett et non que nenni. Brock kick sur la face de Daniel Bryan, White Nose sur la face de Dolph Ziggler et Brock kick sur la face de Dolph Ziggler. Et à SmackDown, on aurait dû avoir un match par équipe Daniel Bryan avec Dolph Ziggler contre Bad News Barrett et Sheamus. Et finalement, ça s'est transformé en match simple Daniel Bryan contre Sheamus avec victoire de Sheamus par décompte à l'extérieur de Daniel Bryan. Sheamus qui a été aidé par Bad News Barrett vu qu'il a mis un boule à meur à Daniel Bryan tandis que l'arbitre ne regardait pas. Donc ça sent, comme on avait expliqué avant, certaines rumeurs qui étaient vraies, ça sent le match à Extreme Rules Daniel Bryan contre Sheamus pour le titre intercontinental. Alors maintenant, je vous le dis très clairement, ça va spoil, mais comme la WWE aime bien nous spoiler, vu qu'ils veulent que la ceinture intercontinentale retrouve du prestige, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis autour des hanches de Daniel Bryan,
C'est pas pour qu'il perde cette ceinture un mois après. Donc ne vous faites pas d'illusions. Daniel Bryan va conserver cette ceinture un petit bout de temps. Donc s'il affronte Sheamus, voire Bad News Barrett, voire Dolph Ziggler, ou les 4 en même temps dans un match intercontinental, pour l'instant ce serait plus Sheamus qui serait prétendant numéro 1 pour ce titre, vu ce qui s'est passé. Il va ressortir vainqueur de ce match pour Extreme Rules. Voilà, je tiens à le dire parce que voilà, s'ils veulent mettre du prestige, c'est pas pour qu'ils fassent perdre leur ceinture, à moins que d'ici là Daniel Bryan et son coup refassent des siennes. Sinon, Daniel Bryan, eh bien, restera champion un petit bout de temps. Voilà, donc je tiens à vous le dire. Et bon, j'avais foi mon pronostic, hein, j'avais mis R-Truth parce que pour moi R-Truth c'était lui qui avait mis cette rivalité vraiment au top avec en se lageant la Snake, attention tu me vois pas, je prends la ceinture et tout ça. Et j'ai trouvé ça dommage que ces gens-là comme lui, Stardust, même Luke Harper, ils aient pas eu un petit peu leur moment, leur WrestleMania moment, et je trouve ça dommage parce que R-Truth, les 2-3 prises où on l'a vu, c'était bien, voilà. Moi j'ai apprécié, en tout cas ce match c'est sûr, à part ce léger petit bémol, j'ai adoré ce match même si j'ai eu foi à mon pronostic. Et je mets 14 pour ce match parce que c'était un match quand même assez sympathique. Un match en plus de l'échelle pour un titre. Ça faisait je sais pas trop combien d'années qu'ils n'avaient pas fait ça pour WrestleMania. Voilà, enfin de la nouveauté j'ai envie de vous dire. Et on va pas non plus cracher dans la soupe pour quelques petits points noirs. Le tout était assez agréable à regarder. Il y avait de la vitesse. Il y a eu des prises oh my god, voilà, il y a eu un peu tout dans ce match et c'était bien. On passe maintenant au deuxième match de la soirée, Seth Rollins contre The Viper, Wendy Orton. Et voilà, l'image de Hawks encore une fois. Alors si vous voulez retrouver toutes les images de Hawks, rendez-vous sur le Twitter, sur Facebook, sur le forum wrestlingfootball.xou.it ou sur Google+, je crois que je les ai mises. Si c'est pas le cas, dès que cette vidéo sera finie, je vais remettre ces images parce qu'elles sont tout simplement géantissimes. Donc, souvenez-vous, la rivalité entre les deux, Seth Rollins qui avait curse tombé Randy Orton, donc Randy Orton a voulu se venger et ils ont eu ce match. Match sympathique. JJ Sécurité, pour une fois, ils n'ont pas été trop mis en avant puisqu'ils ont été écartés direct par Randy Orton avec le DDT, puis plus tard un RKO à chacun. Prise de risque de Seth Rollins avec le Standing Moonsault en dehors. Donc ça, j'ai bien aimé. Sinon, le match classique. Seth Rollins s'est relevé d'un RKO. Lui, Randy Orton s'est relevé d'un Curse Storm. Et résultat final, Seth Rollins essaye un deuxième Curse Storm. Et Randy Orton le RKOise. Franchement, RKO, c'était géant ce RKO. Hop, il se relève et paf, RKO, 1, 2, 3, c'est fini. D'ailleurs, il fait pas le tomber tout de suite. Il en profite un petit peu, ce Randy. Il a raison, hein, un si beau RKO, faut en profiter. Franchement, c'était un match agréable. Les deux, mais c'était... voilà, on sent que les deux ont du potentiel. Randy Orton qui faisait son retour, puisque, souvenez-vous, il avait été écarté pour un film, qui gagne. Voilà, moi j'avais misé sur Seth Rollins parce que je me disais que... voilà, c'est quand même un membre de l'autorité, que l'autorité allait intervenir. Bah non, il n'y avait pas de Kane, il n'y avait pas de Big Show. Il y avait que JJ Sécurité qui ont été très vite écartés. Donc c'était un match simple. Et je pense que c'était pour mettre Seth Rollins en valeur par rapport à ce qui s'est passé dans le main event. Donc voilà, on parlera du match de Extreme Rules qui pourrait avoir lieu dans le main event. Puisque, voilà, on va pas spoiler tout de suite, même si je pense que vous savez déjà ce qui s'est passé dans le main event. Pour ce match-là, voilà, je vais lui mettre un petit 13. Alors c'est moins que pour le premier match, voilà, parce que voilà, c'était à part la petite prise de risque de Seth Rollins et
Sinon, c'était un match, voilà, assez classique, mais j'ai bien aimé. C'était un match rythmé, on s'est pas ennuyé, voilà. Victoire de Seth Rollins, non, victoire de Randy Orton plutôt par tombée. Voilà, j'ai bien aimé, donc un petit 13. On passe évidemment au match de légende. Sting contre Triple H. Alors là, la première fois que Sting était sur un ring, la première fois que je voyais Sting combattre, donc c'était beaucoup de premières pour moi et j'étais un peu déçue de ce match. Oh, qu'est-ce que c'était lent! Oh là là, mais un rythme lent. Alors peut-être que parce que à un moment donné j'ai vu dans le match et vous voyez la photo, la deuxième photo en bas du PowerPoint, au milieu, vous voyez que la cuisse de Triple H, il a un énorme bleu sur sa cuisse. Alors je me suis dit, est-ce que ça l'handicape pour aller plus vite? Peut-être. En tout cas, à ma connaissance, ça devait pas être un match sans disqualification. Je vous dis ça parce que nous avons eu la NWO qui est intervenue, nous avons eu DX qui est intervenu, nous avons eu Shawn Michaels qui a foutu un swinging music sur la face de Sting, et nous avons eu le Sledgehammer qui est venu avec la batte de baseball qui est venue. En fait, c'était un peu un match fourre-tout. C'était pas Sting contre Triple H, c'était DX contre NWO. Voilà, ça m'a un peu déçu parce que moi je voulais voir Sting, Triple H, je voulais voir ce qu'on m'avait annoncé, je voulais pas voir autre chose. Et le fait que l'autre il se ramène avec son sledgehammer et que l'arbitre il dit rien, la batte de baseball hop, il brise son sledgehammer en deux. Et finalement, avec le bout du sledgehammer, hop, il tape Sting. Hop, DDT, 1, 2, 3, victoire de Triple H. Ouais, ça m'a un peu déçu. Ce qui m'a déçu, c'est pourquoi refaire revenir Sting, surtout si c'était, si on le revoit plus un peu comme un Undertaker jusqu'à l'année prochaine, pourquoi le faire revenir pour le faire perdre? Franchement, j'ai pas compris. Après, je me dis, si c'est pas son seul match, si par exemple à Extreme Rules, il sera là. Personnellement, je ne pense pas du tout. C'est vrai que pour la première victoire contre perdre, voilà, s'il revient, voilà, c'est triste parce que c'est quand même Sting, c'est quand même son premier match à WWE, il aurait pu le faire gagner, mais c'est vrai que si voilà, c'est un espèce de contrat à date et que voilà, il va revenir et il va faire d'autres pay-per-view surtout et qui gagne. On va dire que la pilule passe mieux. Maintenant, si c'est pour pas qu'on le revoie avant l'année prochaine, le faire perdre, mais je trouve ça, voilà, j'ai même pas de mots pour décrire comment je trouve ça. En plus, Sting, il avait la rivalité, il avait remporté la rivalité. C'était lui qui dominait à fond les ballons. Et là, non. Bon, à la fin, quand même, petite poignée de main entre Sting et Triple H. À croire que Triple H n'apprécie que les gens qui combattent. Bon, ça, c'était assez sympathique. Finalement, il y a eu cette poignée de main. À noter que plus tard dans la soirée, on a eu un segment Triple H Stéphanie sur le ring. Je vais en parler vite fait parce que pour moi, ce segment, c'était... voilà, c'était hors sujet. Sting, qui est rentré avec une entrée normale, mais il y avait des gens qui étaient avec la peinture à son effigie avec des tambours. Quant à Triple H, lui, il est rentré façon Terminator. Pourquoi? Tout simplement pour faire la promotion de Arnold Schwarzenegger et de Terminator 7. Hein, ça aide d'avoir des potes comme Arnold, hein. Ah, mon petit Triple H. Donc non, c'était quand même sympathique. Et oui, le Rock qui était avec Ronda Rousey, une lutteuse, et qui a parlé à Triple H. Et alors pourquoi le Rock était là? À mon avis, pour faire la promotion de Fast and Furious 7. Hein, autre promo quand tu me tiens. Et à mon avis, c'est tout simplement pour annoncer un an à l'avance, merci le spoil, le combat tant attendu entre la der entre le Rock et Triple H. À mon avis, c'est pour ça. Voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, je vous spoil direct WrestleMania 32, le Rock, Triple H sur la même ring. Moi, je pense que c'était pour ça, c'était pour faire commencer à mousser la rivalité, pour voir si les fans
allez apprécier ou pas cette rivalité. Et si c'était le cas, faire The Rock Triple H WrestleMania 32, la der des der. Voilà. Quant à Sting, bah, on en reparlera un peu plus tard de son avenir. Avec un autre match. Le match, voilà. Moi, j'aurais voulu voir Sting Triple H comme on avait annoncé. Le fait de voir autre chose que ça, j'ai été un peu déçu. Et le rythme lent, voilà, je me suis dit... ouais, voilà, j'étais un peu déçu de ce match. Donc je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre 5. Parce que c'était quand même la première fois que je voyais Sting sur un ring. Donc rien que pour ça, ça mérite la moyenne. La poignée de main, alors 5 sur 10. Hein. Ah, pas 5 sur 20 ou 10 sur 20, voilà. La poignée de main à la fin, voilà, ça rehausse un petit peu le niveau. Mais sinon, entre-temps, entre deux, voilà, moi j'étais un peu déçue de ne pas voir Sting Triple H comme annoncé, voilà, je le dis. Et le fait de faire perdre Sting, alors que c'est peut-être son seul match qu'il va faire, raison de plus pour être énervé. Et en plus, j'ai foi mon pronostic, troisième chose pour être énervé. Mais bon, que voulez-vous? On passe au match suivant. Paige et Jelly qui faisaient équipe contre les Bella Twins. Et apparemment, Paige et Jelly seraient en pourparlers pour trouver un nom d'équipe. Donc, voilà. Regardez-moi toujours cette image. On va s'arrêter 2 secondes. Regardez-moi ça. Ah, je suis trop contente. Merci Ox, franchement, encore infiniment. Je pourrais jamais te dire merci tellement que c'est géant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Bah, en fait, Edgely a été très vite écarté des rings et c'est Paige qui a subi les 3/4 du match entre les Bella. Elle a subi un rat-attack, n'est-ce pas? La prise surnommée, un torturac, une double souplesse. Et finalement, elle a réussi, on ne sait pas par quel miracle, à faire le tag à Edge. Edge est venu sur le ring comme une furie. Et victoire de Edge par soumission. Donc, j'ai boin mon prono. Donc là, je suis content. Le match, voilà. On va dire que c'est pas le pire match des Divas que j'ai vu, hein, parce que Cameron contre Naomi, je ne vous raconte pas ce qui s'était passé dans un certain pré-show. Si vous vous rappelez bien, c'était catastrophique. Donc là, c'était pas à ce point-là. Est-ce que c'était un bon match des Divas? Je sais pas, parce que je n'ai jamais vu de bon match des Divas. Ah, Trollage 2000. Non, c'était moyen, voilà, on va dire. Ça aurait pu être mieux, c'était potable. Par contre, alors là, horreur, Edgely qui tweet, et en ce moment c'est la mode, hein, on va essayer de garder son calme, et qui dit je suis à 2-0, référence strict d'Undertaker, et elle dit en gros, je suis déjà à 2 victoires à 0 à WrestleMania, je m'approche de la streak de l'Undertaker, un truc comme ça. Alors Edge, un peu de modestie ne fait pas de mal. Le Undertaker, c'est une légende, c'est une icône, c'est l'Undertaker, voilà, il y en a qu'un. Même si on le voit qu'une fois par an, 21 victoires, une défaite, voilà, c'est lui, quoi, il y a que lui pour faire ça. Et que toi, tu te compares à lui? Non mais, oh là là, non mais... Tu n'aurais pas dû. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. L'Undertaker, quoi. Non, mais... Allô, quoi comme dirait une certaine Nabila. Non, mais... Arrête. Redescends les pieds sur terre, Edge. Tu es peut-être la meilleure des divas dans le roster. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils cherchaient des divas actuellement. J'ai envie de dire, à quoi ça sert de chercher des divas alors que vous en avez plein le roster de la WWE que vous n'utilisez quasiment jamais. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, avec Give a Diva Chance, nous avons eu Naomi sur le ring lundi qui a battu, je me rappelle plus trop qui, Natalia, voilà. Et apparemment, la prochaine challenger pour Extreme Rules, ce serait Naomi, pour le titre des divas. Alors j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt de remettre Naomi en avant, parce que je trouve que cette personne mérite. Quoique ce mot... je n'aime pas trop utiliser ce mot. En tout cas, je trouve que c'est bien de la remettre en avant et qu'elle ne soit pas cantonnée à être la femme d'eux et à être potiche ou plante verte. Donc là, je serais bien. Par contre, s'il y a que Naomi contre Nikki,
là je vais un petit peu gueuler parce qu'elles sont passées où AJ et Paige? Voilà, je dis ça, je dis rien parce que si elles se cantonnent à faire des matchs par équipe, vu qu'apparemment elles cherchent un nom par équipe et qu'elles se restreignent en fait à faire que des matchs par équipe, bah alors là c'est une grosse erreur, moi je trouve, une grosse erreur. Voilà, je le dis, je le pense. Bon, j'ai eu bon à mon prono. Je vais mettre 9 ou 4, selon 4 sur 10, 9 sur 20. Je vais le mettre un peu moins que la moyenne parce que voilà, c'était bien, mais le fait que AJ que ce soit Paige qui ait subi tout au long du match, voilà, encore un peu plus pour la dépoucher, moi je commence à en avoir marre. Et que AJ finalement en espèce de sauveuse vient, je te fais le Black Widow, hop, tu tapes. Ouais, bof quoi, hein. Bon, ça aurait pu être pire, hein, mais bon, ça aurait pu être mieux. Voilà, tout simplement. Match suivant, alors là, les Anticina vont déjà se déferler. John Cena contre le champion des États-Unis, Rousseff. Enfin, jusqu'à présent. Donc déjà l'entrée de Rousseff dans ce tank, c'était géantissime. On se serait cru, franchement, en Russie, la Russie débarque sur le sol américain. Ah, c'était géant. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Le rythme était lent, mais lent. Oh là là, mais je sais pas si c'est de la faute de John Cena ou de Rousseff, mais c'était chiant quoi. Désolé de dire, c'était chiant. Et à mon avis, c'est de la faute de Rousseff parce que tous les matchs qu'il a fait, c'était sur le même rythme. Et la seule rivalité États-Unis-Russie qui a à peu près bien tenu, c'était Jack Swagger contre Rousseff, où là, ça m'a vraiment passionné. Sinon, les autres, c'était répétitif et ça m'a énervé. Donc, à part les 3-4 fulgurances des deux côtés, à savoir Rousseff qui monte sur la troisième corde pour faire une espèce de diving elbow ou de splash ou de... Enfin, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Les souplesses, John Cena qui met pareil sur la troisième corde et qui fait son descente de la jambe, voilà. John Cena sur les cordes. Wouh! John Cena s'est monté aux cordes. Et il est monté sur la deuxième corde et il nous a fait un espèce de stunner... Voilà, une espèce de stunner, paf, juste deux. Évidemment, soumission de la part de Rousseff et de John Cena, mais ça n'a pas suffi. Finalement, c'est Lana qui est montée sur le ring en essayant de distraire l'arbitre et malheureusement, Rousseff est venu plein de tampons et l'a dégagé et oh mince, Lana, et hop, attitude adjustment dans sa face, 1, 2, 3. Et là, c'est là où les anti-Cena vont gueuler. John Cena champion. Alors j'ai envie de dire à tous ces gens-là, et je reviendrai sur la critique faite au match Undertaker-Bray Wyatt, qu'apparemment personne ne s'insurge contre le résultat. Je vais être la seule à m'insurger, mais c'est pas grave. Seul contre tous, voilà. Donc pourquoi John Cena était champion? Tout simplement comme pour Daniel Bryan, pour donner un peu plus de crédit au titre des États-Unis. Alors ça faisait 11 ans que John Cena n'avait pas été champion des États-Unis. C'est peut-être, voilà, le moment que John Cena redevienne champion. Alors je sais que John Cena, il a déjà eu des titres et que il n'a pas besoin de ça et tout le blabla que vous voulez. Oui, mais le lendemain à Raw, John Cena a fait un Open Challenge et qui est intervenu? Un certain Dean Ambrose, un jeune qui avait perdu une chance d'avoir un titre intercontinental, qui là pouvait avoir une chance pour le titre des États-Unis, et c'est John Cena qui a conservé sa ceinture par tombée. Dean Ambrose n'a pas réussi à faire le tombé. Alors là, tout le monde va s'insurger. Oui, Dean Ambrose, il aurait dû gagner. Un certain papy m'a dit, ouais, give Ambrose chance. Franchement, ce 1-1 de John Cena, il aurait pu laisser la ceinture à Dean. Et tutti quanti. Alors j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là qui critiquent le fait que John Cena soit champion. Déjà, s'il est champion des États-Unis, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire premièrement qu'il ne va plus être
tant qu'il sera champion, et comme pour la ceinture intercontinentale, attendez-vous les anti-Cena qu'il soit champion longtemps, qu'il ait un règne assez conséquent pour redonner du crédit et de la valeur à ce titre. D'ailleurs, il murmure que John Cena ferait un nouveau design pour la ceinture des États-Unis. Donc, à voir si c'est une simple rumeur ou si c'est à confirmer. Mais John Cena, champion secondaire, ça veut dire plus de main event tant qu'il est champion. Donc déjà, on va voir des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir en main event être dans le main event justement. Donc ça devrait vous faire plaisir. Deuxièmement, Cena champion des États-Unis, ça veut dire champion secondaire, ça veut dire rivalité secondaire. Et qui a-t-on dans les rivalités secondaires? Et c'est ce que Cena a très bien dit à SmackDown. Nous avons des gens qui veulent, ont besoin un peu plus de spotlight, des gens comme l'autorité aime à appeler des B+, des gens, des underdogs comme Dean Ambrose qui arrête pas de perdre mais que le public est à fond derrière lui, des rivalités secondaires, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, des jeunes, voilà, des jeunes. Ça veut dire que Cena va prendre son rôle de leader enfin au pied de la lettre et qui va mettre en avant des jeunes. Même s'il remporte, ce n'est pas ça le principal, même si pour moi j'aimerais bien qu'un jeune lui prenne un titre, mais c'est ce qui va arriver. Ça veut dire que Cena va perdre son titre un jour ou l'autre contre un jeune et que Cena aura mis en avant ce jeune en question. Et battre Cena, quoi que vous pouvez penser de lui, c'est quand même une certaine honneur et voilà, c'est un match de référence battre Cena. Il y en a peu qui peuvent se targuer d'avoir battu Cena. Et voilà, il va être comme ça, il va mettre les jeunes en avant. Qui gagnent ou qui perdent, ils vont avoir un push grâce à lui, grâce à la notoriété qu'il a. Et voilà, donc là ça a été Dean Ambrose. Là malheureusement, on a appris ça à Extreme Rules, ce sera Rusev version 3. Ça veut dire que ça va être la 3e fois qu'il va affronter Rusev. Alors je vous le dis, soyez pas défaitistes, mais Rusev n'a aucune chance de remporter ce titre à Extreme Rules. Voilà. John Cena va conserver son titre parce que, évidemment, pour donner plus de crédit, il faut pas perdre en un mois. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc là, Cena part tomber. Moi, j'avais dit Rusev par soumission par rapport à ce qui s'était passé au main event. Bon, il y avait beaucoup de rumeurs quand même qui disaient que c'était Cena qui allait mettre fin à la série d'invincibilité de Rusev. Donc le match, là, malgré tout ce que je viens de dire, le match n'était pas bon. Voilà, on va pas se le cacher. Donc je mets 3. 3 sur 10 au match parce que le match n'était vraiment pas bon. C'était lent, malgré quelques fulgurances des deux côtés, je me suis ennuyée et ça m'a pas plu. Donc je mettrai 3. C'est un peu sévère, mais je pense que la suite, en tout cas j'espère que maintenant que Cena est champion, j'espère que le match qu'on aura version 3 à Extreme Rules entre les deux, puisque ça y est c'est annoncé, sera de meilleur acabit que les 2 autres matchs qu'on a eu entre les deux. Parce que sinon, si c'est la même chose, comptez sur moi pour gueuler un bon coup. Et en parlant de la honte, pour moi, attention, mon Undertaker était venu, ça fait 1 an qu'on l'attendait, et il a affronté Bray Wyatt, le nouveau visage de la peur, comme il aime à s'appeler. Donc les 2 entrées. L'entrée de Bray Wyatt avec les espèces d'épouvantail, j'ai adoré. Une entrée assez lente. Alors après, il se murmure que Bray Wyatt se serait blessé au niveau de la cheville ou du pied. Et c'est pour ça que le match, je vous le dis direct, était lent. On va pas se mentir. Après, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas comparer les matchs de l'Undertaker quand il avait
une vingtaine, voire une trentaine d'années. Alors là, il a une cinquantaine d'années. Je ne sais pas quel âge il a exactement, mais 50 ans, ça c'est sûr qu'il les a. Vous pouvez pas avoir la même endurance à 50 que à 30 ou à 40. Et chaque année, il prend un an de plus. Donc je pense que tous les matchs qu'on aura la chance de voir de l'Undertaker à WrestleMania seront, et attention, c'est presque sûr, seront aussi lents que celui-là. Ça veut dire que pour l'Undertaker, il faut un match lent, il faut un match posé, il faut qu'il prenne son temps, il faut qu'il prenne les prises une par une. D'ailleurs, moi j'ai adoré le début où Bray Wyatt est là sur le ring, l'Undertaker est là aussi, et Bray Wyatt lui a fait un petit signe de la tête. Tout de suite, on a su que ce serait pas du tout le même match que l'année dernière avec Brock Lesnar. Une forme de respect entre les deux. Moi, personnellement, j'ai adoré. Et je pense d'ailleurs que Bray Wyatt, il a fait extrêmement attention pour porter bien les prises. On voyait que de temps en temps, il était là en train de parler à l'Undertaker sans trop qu'on le voit pour lui dire qu'est-ce qu'ils allaient faire après pour le rassurer, tout ça. Mais voilà quoi. Et je suis désolée, c'était mieux que l'année dernière. Voilà, j'ai vu que certains ont dit ou ont pensé que l'Undertaker n'était plus que l'ombre de lui-même et que il devrait prendre sa retraite ou que sais-je encore. C'est vrai que le problème c'est partir sur une défaite, franchement, ça l'aurait pas fait. Maintenant, partir comme ça, je vais vous le dire, ça ne le fait pas non plus, parce que je vous spoil direct, c'est l'Undertaker qui a gagné. Mais je suis déçue, mais déception. Et pourtant, vous savez que l'Undertaker, c'est mon catcheur préféré. Mais l'Undertaker, on ne l'a pas vu. Ça servait à quoi qu'il gagne ce match? À rien. Voilà, à rien. Et le pire, c'est les commentateurs américains, hein, messieurs, ou je sais plus lequel d'entre eux a dit l'Undertaker est de retour, le Phénom est sur ses terres, 22-1. En faisant référence à la streak. Non mais vous avez fumé, une fois que la streak est finie, elle est finie. On va pas la reprendre, on va pas dire 22-1, 23-1, 24-1. Non, c'est terminé, on passe à autre chose. Surtout que dans la rivalité Bray Wyatt-Undertaker, Bray Wyatt n'avait fait en aucun cas allusion à la streak, non. Tout ce qu'il avait fait allusion, c'est que c'était son tour et que c'était lui qui devait devenir le nouveau visage de la peur et que tous les pouvoirs de l'Undertaker, en gros, seraient les siens maintenant. C'était juste ça la rivalité. À aucun moment, il n'a parlé de cette fameuse streak, surtout que la streak, elle a été conquise depuis 1 an. Ben voilà, ça m'a énervé. Moi, je voulais un passage de témoin entre l'Undertaker et Bray Wyatt. Bray Wyatt, et là, tous ceux qui disent John Cena, c'est le plafond de verre, John Cena contre Rousseff, Rousseff a perdu, voilà, ça m'énerve que John Cena soit champion. John Cena, justement, contre ce Bray Wyatt, où Bray Wyatt s'est cassé la figure. Et là, ça vous choque pas que Bray Wyatt ait perdu? Hein, messieurs? Bah non, c'est normal. Non mais voilà, moi j'aurais préféré, je vous le dis, c'est pour ça que j'avais dit Bray Wyatt, j'aurais préféré qu'on ait un passage de témoin entre Bray Wyatt et l'Undertaker, que l'Undertaker perde, hein, oui, je sais, c'est peut-être que pour certains, ils veulent pas que l'Undertaker perde, moi non plus, ça m'a fait, j'étais à la limite en train de pleurer l'année dernière quand il a perdu 21, sa fameuse streak, mais là, qu'il perde, bah voilà, la streak était finie. Ça l'avantageait pas plutôt de gagner ou de perdre ce match. Il avait rien à prouver. C'est déjà une légende. Il est déjà rentré dans l'histoire. Alors que Bray Wyatt, c'était un match de référence pour lui, un peu comme la rivalité qu'il a eue avec John Cena. Et à un moment donné, les matchs de référence, ben faut les gagner. Voilà, ça. Donc moi j'aurais préféré que Bray Wyatt, qui a tenu la rivalité tout seul, vu que l'Undertaker n'était pas là, et la fin, mais c'était la fin nulle. L'Undertaker gagne, bon, jusque là, bon, on va dire c'est ok. Et là il s'en va. Bon, je me dis, bon, il va nous faire un signe, comme le point levé, comme à chaque fois. Et là il sort à peine du ring, paf, pub. Enfin, une promo. On n'a pas eu la sortie de l'Undertaker. Non mais c'était du n'importe quoi. Et hop, tout de suite on est passé au main event. Non, mais non. Et
l'Undertaker n'était pas là à Raw International, hein, alors que certains disaient qu'il serait là. Il est reparti en avion avec Sting. Sting qui lui était là au Raw, alors attention, pas au Raw normal, il était là au Raw Network, où il a fait une interview avec Renee Young, je crois, et le public scandait des Undertaker. Donc est-ce qu'on aura à WrestleMania 32 au Texas, dans la patrie de l'Undertaker, Undertaker contre Sting? Voilà, c'est une idée comme ça. Alors si c'est ça, bah on nous spoil un an à l'avance le match qu'on aura l'année prochaine. Merci, hein, franchement. Mais voilà, le match en question, il n'y a rien à dire parce que l'Undertaker d'entrée, il a dominé avec justement cette troisième corde, le funambule, toujours bien cette fameuse descente de la cuisse, le Hell's Gate, on a eu de tout. On a eu du côté de Bray Wyatt le Sister Abigail, le Tombstone, on a eu l'araignée et ce redressage du Taker. Mais voilà, cette fin toute pourrie. C'est pas une fin, voilà, ce n'est pas une fin. Moi, j'aurais voulu que ça se termine à un moment donné. Même si j'adore l'Undertaker, à un moment donné, il faut que ça se termine. Et contre Sting, eh ben, je suis désolée, bah moi ça va m'énerver qu'on ait Undertaker contre Sting au Texas. J'aurais préféré Undertaker Bray Wyatt version 2. Que là il gagne par exemple, que Bray Wyatt gagne cette fois-ci et que l'année prochaine au Texas, eh ben que l'Undertaker plutôt gagne chez lui et qui partent le lendemain au Raw International et qui nous disent c'était mon dernier match, je pars grandi et apparemment bah non, parce que l'Undertaker, on a appris qu'il se sentait bien sur le ring, qu'il avait eu de bonnes sensations. Donc qu'est-ce que ça signifie? Un match de plus, one more match, comme dirait un certain Christian. Bah voilà, ça m'exaspère. Je suis déception pour ce match. Donc ce match, je vais quand même mettre plus que la moyenne parce que c'est quand même mon Undertaker. Alors, on lance un nouveau hashtag, hein, hashtag Undertaker, où es-tu? Hashtag Undertaker, que fais-tu? Et hashtag Undertaker, voilà, hashtag Undertaker tout court. Je n'ai plus d'autres hashtags, mais ah là là, voilà. Donc, je vais lui mettre 6,5, hein, parce qu'on va pas non plus clasher complètement ce match, même si c'était lent, c'est vrai. Mais je pense malheureusement que l'Undertaker était à son maximum de ses possibilités. Et ça, c'est assez triste de se dire que les gens qui ont eu la chance de le connaître avant, bah, le voir comme ça, c'est sûr que ça doit faire quelque chose. Moi, je n'ai connu que l'Undertaker version lente, on va dire, vu que j'ai commencé à voir contre Shawn Michaels avec la carrière en jeu, donc c'était déjà il y a très peu de temps. Mais voilà, en fait, j'ai été déçue par la fin de ce match. Moi, j'aurais voulu qu'il se passe un truc et il s'est rien passé du tout. Et voilà, je suis déçue. Et on va terminer ce bilan. Et en plus, j'ai foi mon pronostic. Hein, par le dernier match, Brock Lesnar contre Roman Reigns, le Samoan, pour le titre WWE poids lourd. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Essayons de pas trop s'énerver sur ce match. Roman Reigns qui était over, mais over de chez over. D'ailleurs, Vince McMahon n'a pas du tout apprécié le fait que Roman Reigns soit sifflé autant lors de ce match. Hein, on va se demander, au lieu de blâmer la foule, essaye de comprendre pourquoi les gens sifflent Roman. Je dis ça, je dis rien. Et pendant ce match, qu'est-ce qui s'est passé? Brock Lesnar a démoli Roman Reigns. Les 3/4 du match, c'était ça. Des souplesses, c'était la série des souplesses. D'ailleurs, une dizaine de souplesses, que ce soit Germaine, souplesse, un F5, 2 F5, 3 F5, allez, hein, 4 F5. Oui, mais bien sûr. Et en fait, Brock Lesnar, il s'amusait un petit peu avec Roman Reigns, hein, à vouloir trop fanfaronner. Il est allé à l'extérieur du ring pour lui refaire une souplesse pour bien le détruire. Et là, Roman Reigns l'a poussé dans le poteau. Et Brock Lesnar a saigné. En même temps, il s'est pris le poteau en pleine face.
Et c'est là, à ce moment-là, où Roman Reigns, ça peut reprendre l'avantage avec 2 ou 3 Superman Punch et 2 ou 3 Spears. Match de merde. Alors, franchement. Et jusque-là, c'était un match comme d'habitude avec Brock Lesnar qui démolit tout le monde. Et là, qui voit-on arriver? Le fameux Seth Rollins qui avait perdu et qui arrive en trombe avec sa mallette Mr. Money in the Bank et il cache la mallette en plein match. Et oui, parce que le match n'était pas fini et c'était ça la partie qu'elle était, c'est qu'il cache en plein match et ça devient un triple menace. Et il cursombe Roman Reigns, il cursombe Brock Lesnar, 1, 2, 3, tombé sur Roman Reigns, nouveau champion WWE poids lourd, Seth Rollins. Et là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un désaveu de la WWE envers Roman Reigns, parce que les plans étaient prévus pour que ce soit Roman Reigns qui devienne champion. Et le fait d'avoir changé les plans, d'ailleurs Vince McMahon nous avait dit qu'il y aurait une énorme surprise, et la surprise c'était ça, qui change les plans pour mettre plus en avant Seth Rollins que Roman Reigns, ça signifie tout simplement que Roman Reigns, ils sont comme nous, ils y croient pas. Donc arrêtez de critiquer les fans alors que vous-même, vous ne croyez pas en Roman Reigns. D'ailleurs, c'est assez flagrant, puisque qu'est-ce qu'on a eu à Raw et à SmackDown? On a eu Randy Orton qui a dit à Seth Rollins, écoute Coco, je t'ai battu à WrestleMania dans un match 1 contre 1. En plus, je n'ai pas eu de match revanche pour le titre poids lourd, donc, résultat, je vais être challenger numéro 1. Et à SmackDown, ça a été confirmé. Alors, je vous dis confirmé, mais attention parce que, à l'heure où je vous parle, le match n'est toujours pas sur la www.com. Le seul match de sûr qu'on aura à Extreme Rules pour l'instant, c'est le match Cena contre Rusev version 3. Mais ce match-là nous a été dit Randy Orton contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd. Alors, la question qu'on a le droit de se poser, c'est où est passé Roman Reigns et où est passé Brock Lesnar? Alors, pour Brock Lesnar, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le lendemain, à Raw International, Paul Heyman nous a dit que Brock Lesnar prenait sa clause de rematch pour le titre WWE poids lourd. Seth Rollins, lui, au début, a dit oui, et finalement il a dit qu'avec le décalage horaire, il pouvait pas remettre en jeu sa ceinture. J'ai envie de dire oui, bien sûr. Et Brock Lesnar, évidemment, il a pété un plomb puisqu'il a F5V tout le monde. Il a F5V Michael Cole, il a F5V le caméraman, pas une, mais 2 fois. Et évidemment, Stéphanie lui a dit il y aura des conséquences, et les conséquences, ça a été que Brock Lesnar a été suspendu définitivement. Voilà. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout ça parce que Roman Reigns, vous savez qu'il a re-signé avec la WWE. D'ailleurs, apparemment, il se dit qu'il aurait revu ses prestations salariales à la baisse. J'ai envie de dire, ouais. En même temps, si t'étais payé 3 millions et que maintenant t'es plus payé que 2 millions, pour 3 ans, c'est pas vraiment de la baisse, mais bon. Donc c'est pour ça, c'est parce que Brock Lesnar a toujours un contrat de date et qui va pas être présent pour Extreme Rules. Et voilà. Alors pour ceux qui se disent mince, Brock Lesnar, il sera plus champion, ne vous inquiétez pas. À mon avis, il y a bien une clause dans son contrat stipulant qu'il va redevenir champion d'ici les 3 ans qu'il a pour la WWE. Par contre, du côté de Roman Reigns, c'est beaucoup plus embêtant parce que Roman Reigns, même s'il a pris le tombé de Seth Rollins, normalement, il a le droit à un match revanche. Et il est où son match revanche? Pour l'instant, nobody. Rien du tout. Et ça, c'est plus alarmant de sa part. Ça veut dire que est-ce que ils vont le remettre en avant et est-ce qu'il va avoir une autre opportunité ou pas? Et est-ce que ça va pas être le début pour lui de la descente de la descente du piédestal que la WWE elle-même avait construit pour lui? Voilà, c'est une grande question et j'ai bien peur que ce soit le début de la fin pour lui et que ce match-là, c'était un match qu'il ne devait pas perdre,
qu'il a perdu et que malheureusement, ben, le fait que le public ne soit pas de son côté et que Vince McMahon n'en démord pas et que lui, pour lui, le nouveau futur visage de la WWE, ce sera Roman Reigns, j'ai bien peur que ça n'aille pas avec les fans. D'ailleurs, en parlant de Vince McMahon, il se dit en interne qu'il est très déçu de la cérémonie du Hall of Fame et qu'il n'est absolument pas content qu'on ait pris certaines libertés. Par exemple, Shawn Michaels qui avait écrit un speech pour introduire plutôt un Hall of Famer. Il avait fait valider son speech par Vince. Vince, il avait dit OK. Et au moment d'intervenir, ben, il aurait improvisé un nouveau speech qui n'aurait pas plu à Vince. J'ai envie de te dire, Vince, faut peut-être être un peu plus souple, hein. Ouh. Là, va y avoir des nouveaux talents qui sont arrivés à Raw. Je pense notamment à Adrian Neville, qui est là. Peut-être les Lucha Dragons qui vont venir. En tout cas, on croise les doigts. Donc, par contre, j'espère qu'on va pas non plus les brider, comme c'est souvent le cas à la WWE, et qui pourront faire leur talent à 100%. En tout cas, pour Extreme Rules, le seul match dont on est sûr, ce sera Cena contre Rusev version 3 pour le titre des États-Unis. Attendez-vous à ce qu'on ait Orton contre Seth Rollins pour le titre poids lourd WWE. Attendez-vous à ce qu'on ait Miz contre Miz Do, Nikki contre Naomi et les Primetime Players contre les New Day. Voilà, parce que c'est à peu près les matchs, je pense, qu'on aura. Maintenant, pour finir, j'aimerais vous remercier parce qu'à l'heure actuelle, nous avons dépassé les 60 abonnés. Nous sommes 62 actuellement. Et que la dernière à s'être abonnée à ma chaîne, c'est Tatiana. Donc, merci beaucoup à toi, Tatiana, pour t'être abonnée. Et je vous avais demandé qu'est-ce que vous vouliez que je fasse pour avoir passé ce palier des 50 abonnés qui a été très vite dépassé parce qu'en 3 heures de temps, on est passé de 50 à 62. D'ailleurs, vous pouvez être fiers parce que grâce aux abonnements, à vos abonnements, aux pouces verts et aux commentaires, vous avez réussi à faire bugger YouTube. Donc là, vous pouvez dire, grâce à moi, YouTube a bugué. Donc, c'était assez simple puisqu'il y en a un. C'était l'aventure du TDLP qui m'avait demandé de regarder sa vidéo. Chose que j'ai aux 3/4 fait. J'ai à peu près regardé 3/4 de ta vidéo. Alors franchement, je trouve ça assez impressionnant, petite parenthèse, parce que tu as l'air d'être assez jeune et le fait que tu fasses ça face caméra, et que t'aies l'audace, quoi, parce qu'il faut un peu d'audace pour faire ça. Moi, je trouve ça bien. Et il y a aussi Nat. Alors, je crois que c'est pas ton pseudo complet, mais j'ai regardé une de tes vidéos, pareil, tu te surnommes comme ça, donc je vais t'appeler comme ça. Nat qui m'a dit que je méritais tout ça et que si je le voulais, il me ferait de la pub sans aucun souci. Écoute, déjà, merci Nat pour ce gentil commentaire, mais pour moi, ce n'est pas une question de mérite. Je m'explique. Alors, c'est vrai que je dois être la seule à penser comme ça, mais c'est pas grave. Moi, je pense que tous ceux qui mettent des vidéos sur YouTube, qui prennent de leur temps, parce que c'est quand même beaucoup de temps. Certains font des montages. Moi, chose que je ne sais pas encore faire. Des montages plus ou moins importants. Ça veut dire qu'il y en a qui font un seul montage, il y en a qui font 2-3 montages différents. Quand on a la chance de faire des montages, c'est sûr, pourquoi ne pas se priver. Je pense que le fait de, après, produire la vidéo, après la mettre en ligne sur YouTube, déjà, tout ça, ça demande du temps, de faire partager la passion, que ce soit passion jeux vidéo, passion catch, passion autre. Je pense que tous ces gens-là méritent qu'on regarde leurs vidéos et alors c'est sûr que vu le nombre de gens qu'il y a sur YouTube, c'est vrai que c'est un peu encombré. C'est sûr je pense qu'on aura malheureusement jamais le temps de regarder tout. Mais moi, parfois,
grâce à Facebook notamment, je découvre chaque jour des nouvelles personnes qui sont sur YouTube depuis des années, que je ne connaissais pas. Je regarde leurs vidéos et bon voilà, j'aime bien ou j'aime pas bien, mais voilà, alors peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur les différents gens que je regarde, auxquels je me suis abonnée. Je vous avais déjà fait ça une fois, mais pourquoi pas le refaire vu que que c'était sur l'autre chaîne YouTube, ça n'a pas sauvegardé malheureusement les différentes vidéos. Voilà, donc j'espère que j'étais assez claire. En tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier, être 62 abonnés, et je vais vous donner un petit défi. Oui, parce que je sais plutôt que vous aimez bien les défis. Défi, c'est que à la fin de l'année, donc vous avez jusqu'au 31 janvier 2015, c'est qu'on soit 100 abonnés. Alors, je sais, on vise haut, mais il faut viser toujours haut pour essayer d'être au maximum. Donc 100 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes 62. Ça veut dire qu'il nous manque 38 abonnés. Si c'est le cas, premièrement, je ferai une vidéo où je remercierai les 100 personnes comme je vous avais fait déjà pour 30 et pour 50. Pourquoi pas, puisque j'ai vu que vous avez apprécié, vu que là, à l'heure actuelle, nous sommes à plus de 600 vues, refaire un live. Alors, pas un live comme ça, parce que faire un live pour faire un live, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Mais pourquoi pas vous faire un live pour les shows WWE, par exemple, les pronostics, pourquoi pas, ou de Money in the Bank pour la mallette, ou de SummerSlam en août. Money in the Bank, je sais plus si cette année c'est en juin ou juillet. En tout cas, l'un des deux. Pourquoi pas TLC, puisque c'est les grands, les 4 grandes shows, le Big Four, comme on dit, de la WWE. Pourquoi pas vous faire ça? Pourquoi pas vous faire une vidéo un peu plus intimiste, pas non plus, mais où je vous dis par exemple les vidéos que je regarde, les personnes que je regarde, les personnes auxquelles je suis abonnée, pourquoi cette vidéo-là m'a plu, voilà, pourquoi pas découvrir un peu plus sur moi. Donc voilà, j'espère que on y arrivera à ce chiffre. Pour l'instant, nous sommes 62 et je pense que c'est déjà beaucoup. Donc merci beaucoup à vous tous de vous avoir avec moi, à mes côtés, de vous être abonnés, de mettre des pouces verts, des commentaires. Donc merci beaucoup à ceux qui commentent. Merci franchement beaucoup, un grand merci. Je n'ai pas d'autres mots à part merci. Ce qui est à mon sens trop peu pour vous remercier d'avoir pris le temps de vous avoir abonné, de mettre des pouces verts et des commentaires. Donc merci. Et sur ce, c'est sur ça qu'on finit cette vidéo. On aura mis 1 heure pour débriefer ce pay-per-view. Alors j'ai oublié la note. Hashtag poisson rouge, la note pour le main event. Écoutez, je lui mets 5. Je lui mets la moyenne parce que c'est vrai que 3/4 du match, c'était une démolition de Brock Lesnar, mais on va dire que la fin sauve les meubles, mais pas au point de lui mettre plus que la moyenne, donc 5 sur 10. Par contre, le pay-per-view en général, j'ai trouvé les matchs bons. J'ai trouvé que pour une fois, la WWE s'était sortie, désolé d'être un peu vulgaire, mais les doigts du cul, et que c'était un pay-per-view vraiment exceptionnel. Et j'espère que le prochain pay-per-view Extreme Rules qui aura lieu en avril sera du même acabit, ou en tout cas qu'on s'en approchera, parce que c'est ça que les fans de catch aiment voir. Du spectacle, des combats, du rythme, des prises de risques, bref, du catch. Voilà. Donc le pay-per-view en général, je vais lui mettre un bon 14,5 sur 20. Parce que c'est géant. Alors oui, j'ai alterné les 10 et les 20. Mais bon, on s'en fiche, on n'était pas là pour ça. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Merci à Tatiana, la dernière en date, d'être abonnée. Une fille. Wouhou. Alors j'espère que t'es une fille, parce que si c'est pas le cas, je serai un petit peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Donc merci beaucoup à tous. Et sur ce, on se dit une prochaine fois pour une prochaine vidéo, avec là, très prochainement, un nouveau projet.
J'espère que vous regarderez et que vous diffuserez un max cette vidéo. D'ailleurs, voilà, encore petite parenthèse, parce que j'allais oublier. J'ai appris que... alors je crois que c'est Hugo avec son copain qui avait créé une chaîne pour moi. Écoute, c'était pas la peine. On va pas se prendre la tête comme ça. C'est très très gentil. C'est même plus que ça. C'est adorable. C'est awesome, comme dirait mon mise. Donc franchement, merci à vous tous. Merci aux 62 personnes. Merci pour tous vos commentaires, tous vos pouces verts. Merci pour les 600 personnes qui ont vu les pronostics de WrestleMania. Merci beaucoup à vous. Et ben, si ça vous a plu, j'espère que ce bilan vous plaira aussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!